Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, avant de vous laisser entre les mains d'Eric, je prends quelques secondes pour vous parler de Mantou, qui soutient ce podcast et plus globalement tous les entrepreneurs. C'est pas la première fois que vous entendez parler de Mantou et c'est normal. On a enregistré récemment un épisode avec son CEO, Olivier, qui nous dévoile les coulisses de l'entreprise. Mantou, c'est quoi ? C'est avant tout une formidable aventure entrepreneuriale qui a vu le groupe passer de 0 à 10 000 talents dans plus de 60 pays depuis sa création en 2007. Cette hypercroissance, c'est le résultat d'un modèle qui place les talents au cœur de son métier et de ses projets, en faisant notamment pleinement confiance aux jeunes générations. Et d'ailleurs, Mantou recrute pas moins de 4000 personnes en 2023. On vous a mis le lien dans la description de l'épisode. En deux mots, Mantou, c'est un acteur international et indépendant du conseil qui intervient sur l'ensemble des enjeux de transformation de l'entreprise. Et pour parler business, Mantou, c'est pas moins de 10 marques et 4 practices pour accompagner les clients à 360. Du leadership et de la raison d'être de l'entreprise à la transformation technologique et managériale jusqu'à l'expérience digitale tout en intégrant les enjeux liés au futur du travail. Vous l'avez compris, entre défis technologiques, transformation, ambition et entrepreneuriat, les points communs ne manquaient pas avec Ledger et Eric Larchevêque, son fondateur, dont vous allez découvrir l'histoire dans cet épisode. Bonne écoute à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Intro très courte car je suis très excité d'être aujourd'hui reçu par Eric. Comment vas-tu ? Ça va, super, salut Yacine. Bon, on est où là ? Dis-moi tout. Là, on est dans les loges de Qui veut être mon associé. Je suis en plein tournage de la saison 4 avec Anthony Bourbon, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir et Stéphanie Delestre. Sympa comme casting. Ouais, non, c'est cool. Des beaux projets ? Je peux rien dire, absolument rien dire, mais oui, il y a vraiment des beaux projets. Il y a aussi, j'imagine, toujours ? Non, pas forcément, parce qu'à partir du moment où le projet est audible pour le téléspectateur, on peut être sur du B2B ou même du B2G, c'est-à-dire servir des gouvernements. Okay. Non, il faut juste que le projet soit compréhensible à une heure de grande écoute. Ouais. Mais en tout cas, il y a une très belle qualité de projet. Je pense que c'est dû à deux choses. D'une part, le travail du casting de M6 qui va vraiment chercher des super startups. Et aussi le fait que la marque Qui veut être mon associé aujourd'hui est bien connue des entrepreneurs. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux à venir présenter leurs projets dans le but d'obtenir un investissement parce que d'une manière générale, aujourd'hui, le marché de l'investissement est en ralentissement. C'est très difficile de lever des fonds. Et donc, Qui veut être mon associé est une véritable possibilité là-dessus, sans compter sur le tremplin marketing pour les startups qui sont diffusées à une heure de grande écoute sur M6. Mais pour vous aussi, ça reste un beau tremplin de visibilité. T'as vu un avant-après, toi ? Ah oui, bien sûr. Avant, j'étais complètement inconnu du grand public. Là, c'est ma 4e saison. Et donc, j'avais commencé en 2020 avec Marc. On est les deux seuls du casting du jury à être encore présents. Et c'est vrai que maintenant, on me reconnaît dans la rue. Alors, pas que pour Qui veut être mon associé. Il y en a qui me viennent pour Ledger, etc. Mais clairement, la notoriété de la télévision, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. On dit la télé, c'est terminé, ça sert à rien. Non, c'est surtout cette émission. Il y a une grande différence entre être, sur TikTok ou Instagram, même avec 1 million de followers, et être à la télévision. Il y a quelque chose encore de magique qui fait que les gens, en fait, ça crée quelque chose. Et donc, j'ai vraiment vu un avant et un après, ça c'est certain. Et toi, tu kiffes ? Je veux juste savoir ça parce que tu es aussi investisseur, tu es entrepreneur. Bon, je préfère te le dire, je te l'ai pas dit. Ça va être une conversation, notamment pour que les personnes sachent, tu enregistres, dans 5-10 minutes, tu repars. Donc c'est ça. On a fait effectivement conversation ouverte. Conversation ouverte parce que à un moment, on doit arrêter, on doit repartir sur le plateau, je reviens aux pauses, donc c'est un peu décousu. Je t'ai écouté au micro de François de Serial Entrepreneur, très bon podcast s'ils veulent connaître ton parcours et tes différentes expériences. On creusera quelques sujets, mais de manière un peu plus improvisée. Non, pour revenir juste sur Qui veut être mon associé, est-ce que je vous ai entendu en fait, je ne raconterai pas les conversations, mais
fin de déj, des potes qui parlent en fait. C'est vraiment, vous êtes là en train de débriefer de ce qui s'est passé. Oui. Je parle de toi et de tous les autres investisseurs. Bien sûr. Tu prends énormément de plaisir à faire ça. On prend tous du plaisir à faire ça parce que c'est extrêmement intéressant et enrichissant et d'être face à des entrepreneurs qui viennent pitcher et de pouvoir leur faire un retour, partager l'expérience, donner des conseils, essayer d'analyser. C'est un vrai challenge en fait d'analyser un projet en 30, 40 minutes, 50 minutes, c'est le temps de l'enregistrement, avec en plus à la clé la possibilité de mettre un investissement. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. On n'est pas juste là à dire ouais, bien, pas bien, machin, tu devrais faire ça. C'est votre argent, quoi. À la fin, on investit notre argent et il faut bien comprendre qu'on n'a pas les dossiers avant, on les découvre vraiment en temps réel comme les téléspectateurs. Et donc, c'est une situation hyper intéressante. Et donc, moi, je prends un plaisir énorme à ce format. C'est pour ça que je suis là sur cette 4e saison. Ouais. Et que tant qu'on me proposera d'y retourner, je serai là. Ouais. Puis tu disais pas beaucoup d'argent, mais je crois qu'on peut le spoiler parce que pour le coup, il a été annoncé sur les réseaux. Tony Parker. Mais je disais pas beaucoup. Bien sûr. En fait, pareil, l'année dernière, Blaise Matuidi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ces athlètes qui investissent et qui jouissent. On reparle de complètement associé, mais je veux dire, l'idée a été reprise. Je sais qu'après, toi, tu as commencé à refaire des lives aussi sur TikTok, sur Instagram plutôt, où je crois que c'était l'année dernière, où les gens venaient pitcher, tu leur donnais le feedback. En fait, quand on passe concept. C'est un concept, et quand on passe à la télévision, qu'on parle d'entrepreneuriat, ça crée des vocations, ça donne aux gens envie. Et vraiment, ce que j'ai remarqué avec la diffusion, donc ça a mis en avant mes réseaux, on m'a contacté énormément sur Instagram, T'es une star. Une star, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages, et à chaque diffusion, je reçois beaucoup de messages, sur LinkedIn notamment. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'il y a un énorme besoin, une énorme demande en fait de conseils. C'est pas tant de l'argent et des fonds que les entrepreneurs veulent, mais de l'accompagnement. Et là, on voit la nécessité de pouvoir proposer des solutions. Et c'est ça qui m'a frappé. Je pensais que tout le monde allait me dire, tiens, file-moi, est-ce que tu as 50 000 euros, 100 000 euros pour ma boîte? Enfin, non, en fait, évidemment qu'il y en a qui viennent demander de l'argent, pitcher, mais c'est vraiment beaucoup, voilà mon projet, voilà ce que ça, est-ce que je peux vous parler, est-ce qu'on peut discuter de mon projet, je ne cherche pas de l'argent, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement. Et donc, l'émission joue un vrai rôle social là-dessus, parce qu'elle montre par l'exemple des situations réelles avec des conseils qui sont donnés. Et donc, ça peut aider ceux qui regardent. Et en même temps, ça donne envie. Ça montre que l'entrepreneuriat, en fait, est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis. C'est vraiment, avec la diversité des entrepreneurs qui sont là, on voit que c'est pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Là, je tiens à être clair, ce n'est pas la solution. Tout le monde peut avoir l'ambition. Tout le monde peut avoir l'ambition. On n'a pas besoin d'avoir fait HEC ou d'être né à Neuilly-sur-Seine ou même d'avoir de l'argent ou des relations. Ce qui n'est à chaque fois pas ton cas. Tu n'as pas grandi à Neuilly-sur-Seine. Je suis né à Neuilly-sur-Seine. Ah, t'es né là-bas? Mais j'ai grandi à Vierzon. J'allais dire à Vierzon. Non, mais je suis né à Neuilly-sur-Seine. Non, mais bon, alors, autant Anthony... Le seul entrepreneur qui concilie campagne et tech. Exactement. Mais si on regarde Anthony qui est né dans la misère absolue, la rue, qui se faisait battre par son père. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu une enfance il en parle facile, à mon micro il y a 6 mois. Mais donc lui, en tout cas, clairement, il démontre que la méritocratie, puisque c'est le terme qu'il aime mieux utiliser, est là. Et donc, tout le monde peut devenir entrepreneur. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais pas de prérequis. Et est-ce que tout le monde ne devrait pas, en fait, je vais reposer ma question différemment. Déjà, tout ce que tu dis, je bois tes paroles parce que c'est la mission que je veux, que je me donne. C'est que dans quelques années, qu'on puisse parler d'être médecin ou de faire du droit quand tu as 16 ans, aussi bien que d'être entrepreneur. C'est des voies d'excellence. Est-ce que, en fait, je vais reposer la question différemment. Toi, tu as commencé avec l'entrepreneuriat. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la tech, donc tu racontais ton premier ordinateur, je crois que tu avais 10 ans, même pas. Et s'il n'y avait pas eu ça, si tu n'avais pas eu cette passion, est-ce que tu aurais été entrepreneur? Sachant que je spoil, tu as fait plein d'autres choses dans l'entrepreneuriat ensuite. Je pense que oui, j'aurais été entrepreneur parce que je n'ai pas entrepris parce que je voulais faire de la tech et que le seul moyen c'était d'être dans l'entrepreneuriat. J'ai entrepris parce que je voulais être libre. Pour moi, entreprendre, c'est la liberté. J'ai eu une expérience très courte de salarié pendant que j'ai fait un stage de fin d'études. Je me suis dit que jamais je pourrais être dans une grande entreprise, un pion, etc. C'est pas possible. Et j'ai vu que
moi, mes parents, alors mon père était industriel, hein, il ne disait pas entrepreneur, hein, mais il avait hérité une usine familiale qu'il a dirigée, dont il avait hérité suite à la mort de son père. Donc ça a très mal fini, c'est parti en liquidation, donc ça n'a pas été une expérience très plaisante. Mais donc j'ai vu que c'était possible d'entreprendre. Ma mère était prof de danse, donc quelque part elle était entrepreneur, même si elle ne se définissait pas comme ça, elle avait son école. Et donc j'ai vu que c'était possible, et surtout ce que j'en ai retenu, c'est que c'était la liberté. Et c'est ça qui a en fait drivé mon envie de devenir entrepreneur, même si je ne le définissais pas comme ça, parce que je ne savais même pas que entrepreneur, c'est des gens qui font du bâtiment à l'époque. Hein. C'est le mot qu'on utilisait le plus. Ouais, bah oui, et donc on ne parlait pas de ça à l'école. Par contre, en 96, quand j'ai terminé mon stage, même avant, j'ai créé mon entreprise avec un copain de promo, parce que c'était... Voilà. Alors certes, ça a été dans la tech, parce que c'était à ce moment-là où Internet se développait, donc ça avait du sens d'aller sur ces sujets-là, parce que c'était du sujet d'avenir. Mais si j'avais eu peut-être d'autres opportunités de faire quelque chose d'autre dans un autre sujet d'innovation, probablement, parce qu'entrepreneuriat, c'est quand même l'innovation, j'y serais allé quand même. Donc c'est plutôt l'entrepreneuriat qui m'a amené à la tech, que l'inverse. Ouais. Ok. Mais pourtant, tu étais un féru de tech. Oui, j'étais un féru de tech. Mais si je rephrase, tu serais né 100 ans auparavant, tu aurais eu une activité de commerçant ou d'entrepreneur. J'aurais été peut-être dans le chemin de fer, ou j'aurais... Alors pour moi, là, je me vois... Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je me suis toujours vu comme un aventurier. Non, mais c'est-à-dire que voilà, c'est ce qui t'anime, quoi. Si ça m'anime, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la dernière aventure humaine. Je pense que si j'étais né au 19e siècle, je serais peut-être parti à la conquête de l'Ouest, découvrir des terres sauvages et essayer de construire, effectivement, peut-être je serais allé à la ruée vers l'or. J'aurais plutôt vendu des pelles, je pense, que vraiment de creuser des mines. Bon, je te pose la question, mais là on rentre sur un gros truc. Tout à l'heure, tu l'as dit, on t'a pas parlé d'entrepreneuriat à l'école. Moi non plus, en tout cas. Pas du tout. Et je recoupe avec qui va être mon associé. On a découvert un besoin de notre société d'avoir de l'information, de la pédagogie. À qui la responsabilité et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour inspirer les plus jeunes? Parce que souvent la barrière est psycho. Dis-moi si je me trompe. C'est une question d'état d'esprit. Clairement. Aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de savoir que c'est possible. Alors encore une fois, c'est pas la voie qu'il faut donner à tout le monde, et tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur, et heureusement, sinon le monde deviendrait fou, je pense. Mais il faut montrer que c'est là, il faut montrer qu'il y a des possibilités, il faut ouvrir un petit peu les esprits, et puis donner aux jeunes de l'ambition, leur dire « ouais, c'est possible, vous pouvez forcer votre destin », comme dirait Anthony Bourbon, que j'adore citer et que je salue au passage. Et c'est clairement... Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué dans toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, enfin, sur toutes les écoles, on parle d'entrepreneuriat, parce que c'est maintenant dans le tissu de la société, et le fait qu'il y ait des émissions d'heures de grande écoute sur des chaînes nationales montre que quand même, on sait ce que c'est, on a compris, et ça fait, au même titre que la cuisine avec Top Chef ou d'autres, maintenant on a aussi l'entrepreneuriat, le monde du business et de l'entreprise. On a énormément avancé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se créent, beaucoup plus d'entrepreneurs, alors avec aussi beaucoup plus de casses, parce que forcément, c'est mathématique. Il ne faut pas oublier qu'il y a 9 boîtes sur 10 qui se cassent la figure. Enfin, c'est un chemin qui est difficile, où il y a beaucoup de mais il y en a 9 qui ont essayé quand même. Voilà, donc mais il y en a 9, exactement, il y en a de plus en plus qui essayent, et c'est très bien, parce que de toute façon, l'échec fait partie du cycle de la vie, et on apprend, c'est un apprentissage très, très fort. Et je ne peux que me féliciter qu'il y a un tissu aujourd'hui social et économique qui favorise de plus en plus l'entrepreneuriat, que ce soit dans les écoles ou même au sein des villes, des communautés de communes, des agglomérations. Tu trouves dans les écoles vraiment que ça... Enfin, je vois qu'en école de commerce, on en parle de plus en plus, mais moi, je peux te le dire, il y a en 2017, j'étais à l'EDEC en finance. Je savais que je voulais faire VC, donc le gars a mal choisi son truc. Tout le monde voulait faire du JP Morgan, Morgan Stanley, ou alors de la finance de marché. On a eu un représentant de, je crois que c'était AWS. Non, je ne sais plus qui, mais en gros, le directeur de programme a clairement dit « Vos stages, ne les faites pas dans des startups ou même chez du Google, Amazon. Allez en finance, ça participe à l'indice de notoriété et de succès de l'école, qui est très finance. » Bon. Ouais, mais on ne peut pas lutter contre la vague entrepreneuriale. Aujourd'hui, il faut avoir la tête dans un sac pour ne pas voir que ça existe. Et je vois quand même beaucoup d'écoles qui ont des cursus entrepreneuriales, qui en parlent, parce qu'elles doivent aussi rester compétitives. Et vu que les jeunes voient que l'entrepreneuriat est possible, que ça les intéresse, je pense qu'ils choisissent aussi leurs écoles en fonction des capacités qu'elles vont avoir
à leur donner les clés du monde entrepreneurial, parce que il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Il faut comprendre qu'est-ce qu'un capital, une entreprise, comment ça fonctionne, une comptabilité. Enfin, faut quand même avoir un minimum de savoir pour se lancer, ou sinon on va perdre quand même pas mal de temps et faire encore plus d'erreurs. Ouais. Et donc, elles proposent toutes, je pense, aujourd'hui, des cours sur l'entrepreneuriat. Je me lance, mais je pense qu'on va se faire interrompre. Mais je me lance juste là-dessus. Est-ce que, tu vois, on est un pays très politique quand même. On parle beaucoup de politique. En France, oui, dans notre culture, je parle de la société. Moi, j'ai contacté Quotidien, j'ai contacté Click. Bref, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur ces heures de grande écoute et parler d'entrepreneuriat. Parce que je pense que, comme tu l'as dit avant, l'aventure, c'est passionnant. Si la personne te le raconte, elle est passionnée, logiquement, ça va intéresser des gens. Et en même temps, on n'a pas de rôle modèle, je trouve, à la télé, à part qui va être mon associé. Est-ce qu'on manque justement de rubriques sur l'entrepreneuriat ? Tu veux dire dans la presse, dans tous les supports. Tous les supports. Hormis les réseaux sociaux, là où aujourd'hui on en parle beaucoup. Alors sur les réseaux sociaux, il commence à y avoir de plus en plus de contenu sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il y a encore au niveau de la conscience collective française, de la culture française, un grand gap, un trou concernant l'entrepreneuriat et d'une manière générale ce qu'on appelle encore aujourd'hui le patronat. On a tendance à mettre dans le même sac les grandes entreprises du CAC 40 qui sont pilotées par des grands patrons et des actionnaires, la grande actionnariat, le capital avec un grand C, etc. Et des boîtes qui peuvent être aussi des ETI, enfin des boîtes un peu plus grandes, mais qui sont portées par des entrepreneurs et qui font le tissu économique de la France. Et il faut qu'on ne peut plus se permettre d'avoir un tabou sur l'argent, sur le fait de gagner de l'argent, sur le fait d'avoir envie de réussir. Et c'est vrai qu'on a encore un énorme spectre politique très à gauche qui va venir culpabiliser la notion de réussite et d'entrepreneuriat. Mais on a la culture du CDI en France, en fait, c'est ça. On grandit en nous disant le but c'est d'aller choper même le chômage. Je veux dire, le chômage, moi, je n'y pense pas parce que je suis indépendant. Bien sûr, alors c'est vrai qu'on pourrait dire, est-ce qu'on a une culture d'assister en France? On pourra aller pas d'assister forcément, mais juste de dire qu'il faut rentrer dans un moule. Ouais, je pense que ce moule, c'est vrai. Il y a 10 ans, c'était ça. Mais aujourd'hui, il se brise, ce moule, parce que la nouvelle génération, elle a envie de retrouver du sens dans sa vie. Elle n'a pas envie de bosser juste comme ça pour un CDI. On dit que les jeunes, ils veulent plus bosser. Alors, on dit tout le temps, ouais, ils veulent plus rien foutre, etc. Je pense que c'est faux. En fait, c'est pas qu'ils veulent plus bosser, c'est qu'ils veulent trouver du sens dans leur travail. Et donc, ils veulent aujourd'hui avoir un impact, ils veulent faire des choses qui comptent. Et donc, peut-être que oui, ils veulent pas aller bosser dans un entrepôt Amazon, à être traités comme des chiens, ça je le comprends. Et donc, l'entrepreneuriat est une forme, quelque part, de lutte, si on peut prendre ce type de vocabulaire. Et ça passe par la jeunesse. Et voilà, pour aller retrouver du sens, pour aller reconstruire quelque chose, et ça passe effectivement par la jeunesse. Et la plupart des jeunes aujourd'hui qui vont arriver sur le marché du travail ne rêvent pas d'avoir un CDI dans une boîte toute pépère. Ils veulent avoir un impact sur le monde, ils veulent faire bouger les choses. Et donc, ça veut dire peut-être être plus dans des entreprises, pourquoi pas des startups ou des petites boîtes. Ils ne vont pas tous faire leur boîte et tous devenir entrepreneurs. Mais la notion de sens, elle devient centrale. Et c'est ça qui va définir aujourd'hui la relation avec le marché du travail. Et c'est pour ça qu'il y a cette déconnexion entre peut-être les générations, ou les générations actuelles, enfin de ma génération, j'ai 50 ans, où avant on se dit, mais attendez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent, on ne comprend pas, il faut qu'ils bossent, nous on a bossé, mais aujourd'hui ça n'a plus rien à voir au niveau économique, avec l'inflation on ne peut plus s'acheter de maison, on ne peut plus rien faire, donc on se dit, ok, bosser pourquoi? Parce que de toute façon je ne vais rien pouvoir faire de cet argent, on est une Covid, la crise climatique. Il faut donner du sens à ma vie et donc du sens à mon travail. Et donc, clairement, c'est différent. Et là, encore, l'entrepreneuriat joue un rôle, puisqu'on peut modeler, ciseler directement son boulot et se donner du sens soi-même. Et tu trouves que les plus âgés s'en rendent compte? Je dis les plus âgés, mais je me considère dans cette catégorie de jeunes. Mais... Alors, moi, je suis la génération, je suis l'ancien monde. Comme, Toi, c'est particulier, c'était entrepreneur. Ouais, je suis entrepreneur. Donc mais tes parents, quand tu leur as dit que tu étais entrepreneur au début, ils m'ont toujours suivi. Ils ont jamais dit. En plus, j'ai quand même eu un diplôme d'ingénieur, donc c'est pas comme si à 16 ans je leur ai dit, je vais partir faire le tour du monde. Donc ils ont vu que j'avais quand même un minimum de plomb dans la tête, si je peux utiliser cette expression. Mais maintenant, moi j'ai des enfants, 15 ans.
Et quelque part, mais ça, bon, après, c'est très personnel, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, c'est qu'ils se lèvent tous les matins en disant « Super, encore une belle journée, je vais faire quelque chose que j'aime ». Et ça peut être, est-ce qu'ils vont être artistes, est-ce qu'ils vont aller travailler à l'usine? Bon, ça me paraît plus difficile pour trouver du sens et être heureux, mais à la limite, pourquoi pas? Et s'ils veulent le faire dans le travail manuel, si mon fils me dit « Moi, je vais être chaudronnier », bah, super, parce que de toute façon... on trouve, il y a de la beauté dans le travail manuel, il y a de la beauté dans l'artisanat, on a besoin de gens comme ça. Et ce qui est sûr, et j'espère en tout cas qu'on va modifier un petit peu la perception des choses, c'est qu'on doit redonner ces lettres de noblesse au travail manuel. C'est-à-dire le fait d'être soudeur, le fait d'être plombier, je ne sais pas quoi, c'est super. C'est-à-dire que c'est important, c'est valorisant, c'est du sens, parce qu'on fait des choses concrètes qui sont nécessaires. Et toutes les filières professionnelles, je pense qu'elles doivent être valorisées et il n'y a pas de honte à partir en bac pro, au contraire. Et moi, même si mes enfants partent en bac pro, je ne me dirais pas qu'est-ce que j'ai raté, j'ai fait un échec, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas HEC non. Et puis je suis sûr qu'il y a plein de... Enfin, il faudrait creuser, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont fait un bac pro, qui ont fait du manuel et qui aujourd'hui sont entrepreneurs par leur création. Bien sûr, mais ce qui est important, c'est d'être heureux de trouver du sens à sa vie. Moi, je suis vraiment, si je suis entrepreneur, c'était pour être libre et donc pour trouver du sens à ma vie. Et dans toutes les boîtes que j'ai fait, dans toutes les entreprises que j'ai créées, on a recruté du monde. Une des valeurs, toujours les valeurs qu'on avait, mon objectif, c'était que les gens, les salariés, les collaborateurs arrivent au boulot le matin et se disent « Je suis heureux, je suis content, je sais pourquoi je bosse, c'est super et je vais passer du bon temps. » Et voilà. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'on doit insuffler aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs qui avons une responsabilité. C'est ça ce qu'on doit créer dans nos propres boîtes pour donner envie aux gens de bosser. Parce qu'on passe notre vie à bosser, finalement. Et si on passe tout ce temps-là, aller au boulot, la boule au ventre, en se disant « Putain, encore aller voir tous ces cons qui vont me parler comme une merde. » Et je vais faire des trucs qui servent à rien et qu'on fait ça pendant 10 ans, c'est pas étonnant qu'on rentre chez soi, on bat sa femme, ses enfants, on divorce, on termine alcoolique. Ouais. Non pas que c'est une excuse ou une raison, mais... Oui, mais... Non, mais on ferait... Non, mais je cautionne absolument pas. C'est vrai que c'est terrible. Non, mais tout ce dont tu parles, liberté, bonheur, donner du sens, tout ça, c'est subjectif. Et j'ai envie de dire à tout le monde que si vous vous sentez aligné avec ces valeurs, restez avec nous parce qu'on va en parler. Mais là, je crois que pour le coup, ça va être à toi de... Ça va, je vais repartir en plateau. Et on se retrouve très rapidement. À très vite. Et on est donc de retour. Bon, c'était bien? Ouais, c'était bien. Là, on a fait toute une prise sur un cas et là, je ne dirai rien. Ah oui, non, mais de toute façon, on peut rien dire. On verra bien lors de la diffusion. Je respecte. Exactement. Mais ça rend bien en tout cas à la télé. Ouais, vous êtes bien éclatés. Bon, j'ai eu Frédéric Mazella, que tu connais bien, on va pas le représenter. Je lui ai dit, alors, t'es serial entrepreneur? Et il m'a interrompu en me disant, c'est drôle parce que dans le mot serial entrepreneur, ça émet l'idée qu'il a essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Et du coup, on a parlé de ça. Ah bon? Ouais. Des trucs qui n'ont pas marché, tu veux dire? Qui n'ont pas marché, des projets qui ont été lancés qui n'ont pas marché. Moi, j'ai un peu la question, donc je te connais pour déjà Prixing, si les gens veulent écouter un peu l'histoire, qu'ils écoutent mon podcast avec Nicolas Louvet de CoinHouse. Et je voulais savoir un petit peu, est-ce que, donc j'en connais au moins 4, tu vois, on va parler d'AlgoSup, Prixing, Ledger, j'ai oublié Montorgueil. Exactement. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a d'autres hôtels. Combien de projets t'as chié? Ou combien de projets t'as essayé de lancer qui ne sont pas allés au stade de maturité que t'aurais escompté? Alors, mon tout premier projet que j'ai lancé, c'était France Cybermédia. J'ai lancé en 96, je l'ai arrêté en 98. Parce qu'on n'a pas vraiment réussi à le faire décoller, mais surtout parce que j'ai eu une autre boîte, Montorgueil, qui a vraiment décollé, donc on a dû faire un arbitrage. Bon. Ensuite, j'avais fait une boîte de graphisme, il s'appelait Élément, on a arrêté, on a liquidé. J'avais fait Cénacle Création, c'était une boîte qui faisait des tables de poker, on a arrêté, on parlait de poker. On a liquidé. On avait tenté des choses, donc après Prixing autour du e-commerce qui s'appelait Shopelia, on a arrêté. On avait lancé une application plutôt dans la mode qui s'appelait Flink. Alors le nom a été repris depuis par des gens qui mais voilà, ça n'a rien à voir. Et on a arrêté aussi, ça n'avait pas fonctionné.
Quand on a fait Prixing lui-même, on l'a arrêté parce que ça n'avait pas fonctionné. On l'a revendu, donc on n'est pas sorti les pieds devant, mais on a pris la décision d'arrêter parce qu'on n'arrivait pas à l'emmener là où on voulait. Donc des fois, on arrête aussi des choses parce qu'on décide d'arrêter. C'est pas parce qu'on se dit, là, ça y est, je me suis pris un mur. Non, ça fonctionnait, mais j'avais pas envie de trimballer une boîte que j'allais extrêmement difficilement monter à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur les prochaines années. Et puis, tu as rencontré ton co-founder. Et ça m'a permis, effectivement, c'est ce qui m'a permis de rencontrer Thomas France, avec qui ensuite on a fait la maison du Bitcoin et puis ensuite Ledger avec 6 autres associés. Du coup, sur les échecs, je n'ai pas envie de parler d'échecs, mais... Oui, alors ce sont des petits échecs. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont eu vraiment des hauts et des bas, qui sont remontés tel le phénix parce qu'ils se sont écrabouillés, ils ont touché le fond de la piscine et ils se sont relancés. Moi, j'ai jamais eu d'échec absolu où j'ai dû complètement repartir de zéro. Mais tu as vécu des choses émotionnellement difficiles? Ah oui, non, bien sûr. Ne serait-ce que sur Ledger, plusieurs fois, je me suis dit, on va pas y arriver, on va crever. Donc, c'est un ascenseur émotionnel extrêmement fort et ça a été loin d'être le parcours de la réussite de A à Z. Ledger aujourd'hui c'est une licorne, mais le parcours a été extrêmement difficile, semé d'embûches et on a dû faire preuve de résilience pendant longtemps. On nous disait d'arrêter, que ça ne marcherait jamais, de pivoter. Pendant 2 ans, c'était la cata, on n'arrivait pas à vendre et on est arrivé au bout du cash, on a dû lever dans des conditions terribles et ça s'est joué en fait à un cheveu. Mais on ne le sait pas ça, tu t'en rends compte ou pas? Juste, non pas que c'est pas toi qui en parle, mais... Quand on entend parler des entrepreneurs, c'est les success stories. On parle des succès, c'est vrai, bien sûr. Moi, le but, c'est de montrer, en Amérique, on célèbre les échecs, c'est aussi de dire, même si c'est pas des échecs sur lesquels... Non, mais c'est très... Ce qu'on peut dire, c'est très difficile. En fait, on doit vraiment passer par des moments de doute, des moments où on ne sait pas si on va réussir, on pense que c'est peut-être fini. Ce qui dénote avec les rires derrière. Mais... Oui, ça c'est Jean-Pierre Nadir. De toute façon, dès qu'on entend du bordel, c'est Nadir. On se croirait dans les grosses têtes. Mais c'est l'élève turbulent de la classe. Ouais, tout à fait. Moi, je m'identifie en lui, alors. Mais clairement, l'ascenseur émotionnel, là, plutôt que de parler d'échec, l'ascenseur émotionnel, les hauts et les bas dans l'entrepreneuriat sont extrêmement forts et importants. Et à Ledger, on a eu notre lot de difficultés. En plus, c'est ouf, parce que je crois que tu es une des rares licornes françaises à faire du hardware et du soft, mais c'est quoi le succès de Ledger? Le succès de Ledger? Ouais. C'est 8 cofondateurs. C'est 8 cofondateurs, c'est-à-dire, la question que tu veux me poser, c'est pourquoi? Alors, il y a beaucoup de choses, hein, évidemment. Les équipes de Ledger, d'une manière générale, toute l'exécution, mais... Ce qui a défini le succès initial de Ledger, c'est vraiment la rencontre des 8 cofondateurs qui, dès le début, se sont alignés derrière une volonté et une vision commune. Et pendant tout cet ascenseur émotionnel, les difficultés, les petits succès, les plus grandes difficultés, les plus grands succès, on est tout le temps resté assez soudés et jamais à aucun moment on a dévié de cette vision et chacun est resté dans son couloir de nage à exécuter au mieux et à faire exactement ce qu'il devait faire. Donc le collectif, tu dis. Ouais, c'est le collectif, clairement. Donc après, il y a eu les bonnes rencontres, les bons investisseurs, les bonnes personnes qui sont venues nous accompagner, Frédéric Potter, Pascal Gauthier, qui a ensuite repris la direction. Donc il y a un ensemble de choses, mais je le mets toujours sur le collectif, hein, des employés incroyables. Julien Juan, qui a inventé le Nano S un peu par accident et qui est devenu aujourd'hui le plus grand, le device et le best-seller de Ledger, et c'était pas prévu. C'est un peu comme les cornflakes qu'on a découvert par accident. Donc voilà, mais c'est vraiment le collectif, c'est les équipes qui ont fait le succès. Donc je repose ma question, on enlève l'équipe. Est-ce que Ledger n'avait aucun avantage compétitif ou concurrentiel pour réussir? Évidemment, le fait d'être français, c'était un énorme avantage. Alors, dans la blockchain, non, j'ai expliqué. Non plus. Ok. dans la carte à puce, en fait, dans le hardware. Pourquoi est-ce que Ledger est unique au monde dans sa proposition de valeur? C'est qu'on utilise des éléments sécurisés. Hein. Il y a 2 types de microprocesseurs. Les microprocesseurs qu'on trouve dans les télécommandes et les jouets, et les microprocesseurs sécurisés qu'on retrouve dans les cartes à puce, les cartes de crédit, les passeports, qui sont d'origine française. Hein. C'est une technologie française à l'origine et dont ST Microélectronique est un des leaders mondiaux et c'est une boîte franco-italienne. Donc il y a beaucoup de savoir-faire et d'ingénieurs dans ce domaine. Et pour travailler avec ce type de chip, donc de Secure Element,
il faut avoir des relations avec le constructeur extrêmement proches pour pouvoir avoir accès aux plans et donc aux API, en fait, on va dire aux plans, qui permettent d'interfacer le microprocesseur sécurisé. Différentes connexions. Et ça, c'est extrêmement difficile à avoir. Et donc, il y a une barrière à l'entrée technologique et relationnelle très forte. Et les Américains n'ont absolument aucune connaissance, aucune culture dans ce domaine-là, et donc ils ne pouvaient pas venir nous chercher. Donc la grosse barrière à l'entrée en fait de Ledger, et qui lui a permis de devenir un leader mondial, c'est cette origine française et l'usage d'une technologie française qui est la carte à puce. Ok, je l'ignorais totalement. Ok, donc tu dirais que c'est un partenariat que vous avez noué très rapidement avec votre fournisseur ? C'est le partenariat, mais c'est surtout, et ça revient encore une fois, à Nicolas Baca et ses associés Olivier Thomas et Cédric Ménil qui sont arrivés avec cette connaissance et ces accès chez ST Microélectronique qui ont permis d'écrire le système d'exploitation pour éléments sécurisés, ça s'appelle le BOLOS, le Blockchain Operating Ledger. C'est que tu vois en vidéo, je ne comprenais pas, mais ok, merci. C'est le BOLOS, c'est ça, c'est le nom du système d'exploitation de Ledger. Faut pas chercher, ça c'est Nicolas Baca. Et donc là, il y a une vraie valeur ajoutée technologique qui venait de ces équipes-là. Donc encore une fois, ça revient de toute façon à l'association et au collectif. Avant de parler, j'aimerais que tu me donnes un petit mot aussi sur AlgoSub quand même, mais avant tout ça, j'aimerais comprendre c'est quoi le point commun entre toutes tes activités, avec une variété entrepreneuriale, mais dans des domaines tellement variés. Oui, très différents, que ce soit en France, à l'étranger, l'hôtellerie, l'immobilier, le poker, le comparateur de prix, le hardware, j'ai fait beaucoup de choses. Trop de choses ou quoi ? Non, en fait, je pense que le point commun, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que plutôt que je suis très curieux et que j'aime bien me laisser porter par le hasard. Moi, j'ai toujours embrassé le chaos dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai pas de feuille de route, je me laisse vraiment complètement guider par les éléments, et dès que je vois des opportunités ou des choses, je m'y précipite. Et au final, je me retrouve à faire des choses plutôt que je n'avais pas prévues. Je n'avais jamais prévu dans ma vie de construire un hôtel. C'est le hasard ? C'est l'opportunisme même ? Ouais, en fait, c'est l'opportunité. C'est savoir dire oui, quoi. Voilà, c'est ça. À un moment, j'achète un terrain. Après, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et puis, je rencontre un gars. Et puis, il me dit, tiens, on va faire des appartements. Et plus on voit que les appartements sont petits et plus on les loue à la courte durée, mieux c'est. Puis, on se dit, mais en fait, c'est un hôtel. On va faire un hôtel. Bon, voilà, c'est des accidents qui mènent à d'autres choses. Et puis, comme j'ai cette ouverture d'esprit ou cette curiosité qui fait que en fait, j'aime bien aussi aller là où je suis jamais allé parce que comme je ne connais pas, je vois pas les problèmes, je vois que les opportunités. Alors que souvent, quand je sors du hardware, d'une licorne, et je sais à quel point c'est dur. Et donc, si on me demande qu'est-ce que tu veux faire, je vais dire, je vais pas aller faire du hardware et une licorne. Je me dis, je vais aller faire quelque chose de radicalement différent parce que je sais à quel point c'est difficile. Et ça drive tes invests, cette réflexion-là ? Tes investissements perso ? Pardon, ça quoi ? Et ça les, je vais dire les drive, comment dire en français, ça conditionne tes investissements, le fait que tu ne cherches plus de hardware. Alors, investir dans du hardware, oui. Entreprendre dans du hardware, non. Parce que c'est différent. Voilà, que les autres portent le travail, que moi je fasse rien. Ça me va très bien et je peux apporter une expertise et un savoir-faire qui est utile. Mais, et de l'argent. Et de l'argent, évidemment. Mais après, si moi, pour aller quelque part, j'ai envie d'aller là où je ne suis pas allé parce que je me dis, c'est tout beau, c'est tout neuf et donc ça a l'air plus séduisant. On continue sur l'entrepreneuriat. Je te remémore un petit peu ce qui s'est passé il y a une heure. Du sens, chercher le bonheur et surtout la liberté. La liberté, oui. On terminait en disant que c'était subjectif. Moi, je vais surtout garder le mot liberté que tu retrouves dans l'entrepreneuriat. J'allais te demander qu'est-ce que ça te procure. On a déjà la réponse. C'est quoi la liberté pour toi ? La liberté. Parce que ça. Oui, la petite parenthèse. Je suis sûr que tu as bossé des week-ends ou des soirs, fait des nocturnes. C'est sûr, j'étais dans ma prison dorée. C'est la liberté. C'est une liberté, effectivement, c'est important d'aller dans la définition de ce que c'est. En fait, la liberté, c'est la capacité de faire ce que je veux. Et il se trouve que ce que je veux faire, c'est bosser et construire des choses. Donc ça va bien, parce que si je voulais vraiment être complètement libre, en réalité, je ne ferais pas de l'entrepreneuriat parce que ça met des responsabilités terribles
et c'est énormément de travail, et donc ça te fixe sur quelque chose dont tu ne peux pas te défaire. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, tiens, je vais aller du jour au lendemain au Kazakhstan passer 6 mois. Non, c'est pas possible. J'ai pas la liberté de faire ce que je veux. Par contre, pour moi, travailler, construire, c'est ce que je veux faire, et donc cette liberté s'accorde complètement avec la mission de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est cette rencontre qui fait que ça fonctionne. Parce que j'entreprends pour être libre, et je suis libre parce que j'entreprends. Tu vois, il y a une espèce de rencontre comme ça de ces deux concepts. Et, cercle vertueux, quoi. Ouais, c'est un cercle vertueux. Et c'est vrai que j'ai d'autres comptes à rendre finalement, j'ai des comptes à rendre à personne. Alors, on a évidemment d'autres actionnaires, des investisseurs, et surtout ces salariés, ces équipes. Mais bien sûr. Au final, c'est quand même la liberté de pouvoir naviguer comme on veut. Et moi, j'ai du mal je pense, à supporter une certaine forme d'autorité et avoir quelqu'un au-dessus de moi, un manager ou un truc qui managerait d'une façon qui ne me convient pas, je ne le supporterais pas. Donc, je l'ai découvert dans le dur labeur, dans la dure expérience. C'est des questions que je ne me suis pas posées avant. Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, justement sur l'entrepreneuriat, si par exemple tu étais quelqu'un qui avait... moi, j'étais dans le conflit avec mes parents, je challengeais beaucoup ce qu'on me disait, et pareil, on me disait tu vas avoir des problèmes avec l'autorité. Et en fait, est-ce que c'est pas un trait de caractère d'un entrepreneur ou d'un créateur? Alors, je pense pas, parce que moi, j'avais pas de problème. J'ai dit que j'avais des problèmes avec certaines formes d'autorité. Ok. Mais celles qui sont non justifiées, tu dirais? Celles qui sont liées à un code? En fait, je pense que celles qui sont... Je veux dire, c'est l'autorité qui, pour moi, n'est pas légitime parce que j'estime incompétente. Okay. Donc, si mes parents me disaient de faire ci ou faire cela, même si ça ne me plaisait pas, je le faisais parce que je les estimais légitimes et compétents. Voilà. Et donc, pareil, pour d'autres environnements, j'étais à l'armée, j'ai écouté ce qu'on me disait, j'étais dans le rang, enfin, je n'étais pas un rebelle du tout, j'avais aucun problème avec l'autorité militaire. Okay. Parce que j'estimais que j'étais dans un contexte qui justifiait cette autorité et qu'elle était mise dans un usage normal qui avait du sens par rapport à l'endroit où j'étais. Et évidemment, on ne me disait pas de sauter par la fenêtre ou de sauter sur une mine. Donc, tout était cohérent. Par contre, dans l'univers de du monde du travail, quand j'avais des gens assez rapidement, je m'apercevais qu'ils me disaient des choses que je disais, non, il ne faudrait pas faire comme ça, parce qu'instinctivement, j'avais envie de faire différemment. Ça, j'avais du mal. Et j'avais du mal, en fait, à exécuter des tâches d'une manière qui me semblait ne pas être la bonne. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'autorité me pose un problème, parce que je ne la trouve pas légitime et qu'elle me pose donc problème. Donc la finalité de la tâche, le sens à travers ça. Le sens et la manière dont on demande de le faire. Et ça, j'ai perçu extrêmement rapidement que je ne pourrais pas, que ce serait trop dur pour moi d'avaler des couleuvres. Et donc, il n'y avait pas d'autre alternative que l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr. Ou d'être mon propre patron. Enfin, voilà, c'est ça. Non, mais je vois très bien. Et si on continue dans le patronat, dans le patronat, le fait en tout cas de créer une boîte, d'être créateur au début, et puis très vite on parle d'un art, l'art de déléguer. C'est un art quand même. Tout le monde n'est pas équipé pour le faire, et souvent on apprend sur le tard. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'à la fin de la journée, la réalité, c'est que toi, tu es content parce que tu sais que sur un problème, tu disais je peux pas aller 6 mois au Kazakhstan parce qu'on compte sur moi, mais en fait tu n'es pas remplaçable, tu es indispensable à l'instant T. Ou à l'inverse, l'opposé serait de te dire que tu étais peut-être indispensable au début, mais qu'aujourd'hui, Ledger, j'ai pas l'impression je crois que tu as déjà fait le SAV pour Marc. Oui, non, aujourd'hui Ledger, je suis... C'était pour Marc, c'est ça? Oui, pour Marc, oui, tout à fait, Marc Simoncini. Mais non, aujourd'hui, je suis plus du tout actif chez Ledger depuis plusieurs années. J'ai pris deux extrêmes, tu vois. Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et en fait, tout entrepreneur doit viser doit se sortir de l'opérationnel, et à un moment, il doit être complètement remplaçable à tous les niveaux. Ça ne doit pas être ce qu'on appelle un SPOF, un Single Point of Failure, et donc, il doit donc déléguer. Il reste indispensable parce que c'est lui qui va insuffler la vision, emmener les équipes et faire en sorte qu'on ait de l'engagement, parce que la boîte ne peut pas fonctionner toute seule, ou alors, si elle fonctionne sans lui, c'est qu'il y a un nouveau CEO, quelqu'un qui est venu le remplacer. Et moi, j'ai fait beaucoup ça, c'est-à-dire que tout le temps, dans toutes les entreprises que j'ai créées, il y avait toujours un plan de suite qui assez naturellement se mettait en place, parce que
justement, je ne voulais pas m'enfermer dans un système où, à vie, j'allais être prisonnier de mon entreprise. Donc, ça s'est fait plus ou moins rapidement, mais toutes les boîtes, en fait, la plupart des boîtes que j'ai fondées et qui ont rencontré le succès, qui ont eu une vie, etc., il y a eu un manager, un CEO qui est arrivé et moi, je suis parti. Donc, Montorgueil, j'étais parti. Manager. Ah oui, c'est sûr. Tu préfères les débuts que le scaling ? Je préfère les débuts que le scaling parce que je ne pense pas avoir l'instinct politique qui me permet de survivre dans un environnement plus... Je suis obligé de sauter sur la question. Désolé, mais quand on est dans une boîte qui dépasse les 150 personnes, c'est possible qu'il n'y ait pas de politique ? Je ne pense pas. Quelle que soit la boîte, PME, TI, start-up... Je ne vais pas faire de jugement à l'emporte-pièce parce qu'il y a sûrement des exceptions, mais... Il me paraît évident qu'à partir d'un certain stade, 150, 200 personnes, on rentre dans des jeux politiques. C'est une société en fait. Oui, parce qu'il y a de la politique au niveau des managers, au niveau du conseil d'administration. S'il y a des investisseurs, si on prend les startups, les scale-up, il y a donc un board, une gouvernance, et donc on est dans de la politique, dans du management des attentes. Et ça, c'est un métier. Et c'est clairement pas quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que c'est un peu une perte de temps. Et ça, c'est le prix à payer, en fait, quand on lève des fonds. Alors que bon, si on possède la boîte à 100%, pas de contrainte. Pas de contrainte. Bernard Arnault qui possède LVMH, il y a peut-être de la politique, mais je pense qu'il dit blanc, il dit noir, mais... Voilà, enfin, à un moment, lui, c'est-à-dire, il a des comptes à rendre absolument personne. Bon, là, c'est un peu l'exemple extrême, mais à partir du moment où on a un actionnariat complexe avec une gouvernance, un board, un conseil d'administration, ça crée de la politique. Et ensuite, cette politique, elle va descendre dans les strates et on se retrouvera à gérer des problématiques politiques et beaucoup moins opérationnelles. Tu as dit, bon, j'ai pas la quote là directement, mais j'espère que ça va te rappeler en tout cas. Tu as dit que tu voulais créer une licorne pour avoir un impact global. Tu l'as dit au micro peut-être. de Serial Entrepreneur. En gros, c'était quoi l'ambition avec Ledger ? Et toi, tu disais, moi, j'ai voulu lever de l'argent parce que je voulais justement impacter des millions de vies. Alors, je pense que je ne l'ai pas dit, non. Je pense que j'ai dû dire quelque chose comme ça, mais ce que j'ai voulu dire, c'est probablement avoir un impact dans le sens où je voulais que le produit et l'entreprise soit la plus grande possible. Pas avoir un impact au sens moderne du terme, c'est-à-dire avoir un impact dans la vie des gens et de changer le monde. Pas du tout, parce que Ledger, c'est pas là pour changer le monde. Participe avec la crypto, la décentralisation. Enfin, on peut rentrer dans le débat. Mais sur une problématique. Mais c'est pas une boîte à impact RSE, donc pour être très clair. Par contre, je voulais faire quelque chose de grand. En fait, voilà, c'est plutôt ça. Je voulais faire quelque chose de grand. Parce que quand on entreprend, c'est par le CA, c'est par de grandiose, voilà. C'est par le nombre de personnes que tu touches, non ? Oui, alors par la valorisation de l'entreprise, c'est un des premiers indicateurs. Et donc, je ne sais pas si à l'époque le terme de licorne, quand c'était en 2013, était déjà connu. Et si je me suis dit je vais faire une licorne, j'arrive pas à m'en rappeler, mais admettons, j'ai dû me dire je vais faire une licorne. Et pourquoi ? Parce que c'est gros, c'est bien, c'est quelque chose à aller chercher, c'est un challenge au même titre que je pense que quelqu'un qui fait d'alpinisme, à un moment, il se dit je vais faire l'Everest. Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que c'est le challenge. Et c'est quoi le plus grand ? Qu'est-ce qu'on veut faire de plus gros ? Et voilà, c'est ça. On peut tacler, comme on dit, tackle, mais est-ce qu'on peut attaquer ce challenge aujourd'hui ? Et je te donne le prix de AlgoSup, créer une boîte grandiose, pas d'argent quoi, juste grandiose, sans lever d'argent. Oui. On peut aujourd'hui ? On peut, bien sûr, on peut le faire. C'est peut-être plus difficile, plus long, voilà, c'est ça, parce que l'accélérant des capitaux permet d'aller chercher des valorisations importantes et d'aller chercher rapidement beaucoup de chiffres d'affaires et donc de créer des licornes. Pourtant, il existe des licornes qui se sont faits en autofinancement, mais par contre, c'est des boîtes on n'entend pas parler. Des boîtes industrielles. Moi, il y a une boîte à laquelle je pense, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ou Eskimos, je crois. C'est une agence de SEO et c'est Andrea Ben-Saïd qui se promeut comme une des premières boîtes bootstrappées qui veut atteindre le milliard de valorisation. Justement. Possible. Non, mais tu connais pas. Je connais pas, mais je le connais pas. Non, mais je trouve ça intéressant. Mais c'est hyper intéressant et je pense qu'on va en avoir quand même de plus en plus. Alors peut-être pas qu'ils vont monter à la licorne parce que là, on est quand même dans des stratosphères. Enfin, c'est stratosphérique, mais des entreprises bootstrappées qui peuvent se vendre en LBO ou autre à plus de 100 millions. Franchement, c'est complètement possible et il y en a plus qu'on pense.
Et c'est accessible. Et c'est accessible, bien sûr. Le faire, et de toute façon, là, on n'a pas le choix. Moi, mon conseil à tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est d'aller chercher des business rentables dès le début, qu'on peut aller bootstrapper. Parce que lever des capitaux en ce moment, c'est quand même chaud, c'est compliqué. Si on n'est pas dans l'impact, si on n'est pas dans le RSE, si on n'est pas sur les sujets un peu trendy que les fonds d'investissement continuent de regarder, franchement, bon courage. Il y a beaucoup moins d'argent et ça va rester très compliqué encore au moins 1 an, 2 ans. Ouais. Donc il faut aller chercher de la rentabilité. Sauf si on est casté sur qui veut être mon associé. Oui, et après, et encore, c'est pas facile non plus. Mais bon, il y a des business angels, il y a quand même une activité qui existe au niveau de financement, mais on est très très loin de ce qu'on a pu voir il y a 2 ans. Et donc, je pense que de toute façon, tous les fondateurs l'ont compris, et ce que je dis là, c'est pas une surprise, mais privilégier la rentabilité parce que c'est sûrement le meilleur moyen d'arriver à une scalabilité. C'est terminé les moments où on lève des millions pour aller cramer du pognon et acheter de la croissance. Frédéric Mazella disait ce micro, j'aime bien le dire, il a dit l'argent, c'est un produit dérivé d'un très bon produit. T'es d'accord avec ça ? Oula, il est trop philosophe. Non, mais il est trop intelligent pour moi, Fred, parce que Vous êtes tous trop intelligents. C'est moi qui devrais avoir ce syndrome de l'imposteur. Non, mais je sais pas trop ce qu'il a voulu dire et On parlait de l'argent, finalité ou pas. Captain Cause, il a levé 3 ou 4 millions, alors qu'avec Blablacar, il a levé un demi-milliard. Et c'était un petit peu ça ma question, la même que je te posais de ces nouveaux modèles d'entrepreneuriat. Tu l'as dit à toi-même, et je dis vraiment à notre audience qui nous écoute. Vous pouvez même être millionnaire si c'est votre driver, sans forcément créer une licorne et lever des fonds. Ah oui, bien sûr. La licorne, c'est vraiment un peu le... De toute façon, aujourd'hui, c'est des valorisations de papier. Enfin, il faut être honnête. Il n'y a pas de liquidité, donc oui. Il n'y a pas de liquidité. Et puis, il y avait, je ne sais pas combien de vraies licornes en France aujourd'hui. Pas 26. Non, c'est sûr. Ledger, aujourd'hui, techniquement, en est une parce qu'elle a reconfirmé sa valorisation, mais tout peut changer. C'est très dur. Même pour une boîte comme Ledger, c'est très difficile. Le marché est compliqué. Enfin, je veux dire, tout le monde souffre. Et on remet l'argent comme un moyen et non une finalité. C'était un peu ça la conversation avec Fred. C'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, c'est évidemment un moyen, on le dit depuis toujours, mais que là, tu nous parles de rentabilité et pourtant, tu es dans l'écosystème depuis assez longtemps. Voilà, il faut revenir, en fait aux fondamentaux. Il faut revenir sur la gestion de bon père de famille. Un sou est un sou, le mode épicier. Et parce que ça peut fonctionner. On ne peut pas compter aujourd'hui sur les levées de capitaux. Enfin, ça peut arriver, mais je pense que c'est illusoire de se baser là-dessus. C'est trop difficile. Ouais, petite pause. Ouais. Ok, let's go. Tu veux faire ton clap ? Ouais, je vais le faire. Ok. Tu veux le faire ? Allez. J'adore faire les claps. Mais j'adore aussi, en fait. Ouais. Bon, on est de retour. Dernière partie, promis. Après, je te laisserai investir. Okay, dans les autres boîtes. Ouais. Pas dans les miennes. Par contre, on va commencer. J'ai envie de te parler de poker. Très bien. Tu as eu une petite carrière dans le poker. D'ailleurs, je crois que c'était presque un accident. Tu disais que la première partie, tu savais pas jouer. Ah oui, je me suis assis dans un casino à une table de poker, vraiment par hasard, un peu par ennui. Je connaissais pas les règles. Ouais. Et j'ai remporté. C'était un tournoi et je l'ai remporté. Alors, inutile de dire, j'ai eu beaucoup de chance. C'était affreux. Justement. Il y a de la chance dedans, mais il y a aussi beaucoup de skills en termes de négo que tu as pu apprendre. Tu disais... Oui, le poker. Ensuite, j'ai vraiment joué, développé mon jeu. Et là, j'ai appris et j'ai compris ce qui se passait. Ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai pas mal joué. J'ai fait le circuit international, championnat d'Europe, championnat du monde. J'ai eu quelques résultats, sans être non plus un champion. J'ai pas de titre. Mais j'ai appris beaucoup. Et tout ce que j'ai appris au poker m'a été très utile dans l'univers de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai une question à te poser. Je vois beaucoup d'aspects sur lesquels ça peut te donner confiance, même d'être un bon orateur, de savoir bluffer, blablabla. Par contre, on parle d'un zero-sum game, qui veut dire qu'il n'y a aucune création de valeur dans le poker. Oui, alors dans le jeu lui-même, bien sûr. Dans le jeu lui-même. Mais on prend aux autres. Pour moi, c'est la différence un petit peu. Si je te dis ça, c'est que je viens du monde de la finance et c'est toujours ce que j'ai vu sur le marché secondaire. C'est que s'il y en a un qui gagne, c'est que l'autre y perd en face. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Et est-ce que justement, d'un point de vue... alors, ça peut être une bonne école, mais est-ce que tu pousserais tes enfants à aller faire du poker de manière professionnelle ? Non, parce que si j'ai arrêté, c'est justement parce que c'était trop dur, parce que c'est effectivement un jeu à somme nulle,
et qu'en réalité, dans le tournoi, par exemple, il n'y a qu'un seul vainqueur, hein, c'est celui qui est numéro 1, numéro 2, t'es dégoûté, donc c'est très très dur, parce que tu gagnes quand même rarement des tournois, et donc c'est beaucoup trop d'émotions négatives. Numéro 2, tu gagnes pas un peu de thunes ou bien sûr, si. Non, bien sûr, tu gagnes de l'argent, et tu peux être très content, mais tu es quand même dégoûté, parce que ce que tu veux, c'est la victoire, hein, dans cet univers, et... Ce qui veut donc dire que d'une manière générale, tu es tout le temps en émotion négative. En plus, quand tu joues au poker, tu ne construis rien, tu ne fais rien, tu n'as aucun impact. Et les deux couplets ont fait que je me suis dit, non mais j'arrête, j'en peux plus, j'ai besoin de créer quelque chose. Et par rapport à mes enfants, je me disais, je ne veux pas expliquer à mes enfants que je joue aux cartes. C'est pas possible. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à ma vie. Et j'étais pas non plus un joueur suffisamment doué et incroyable pour avoir des contrats de sponsoring et utiliser le poker comme en fait une marche pour peut-être faire autre chose. Et donc j'ai complètement arrêté et je suis revenu à l'entrepreneuriat. C'est à ce moment-là où j'ai créé Prexing, etc. Ouais. Donc je pense que je n'interdirais pas à mes enfants à jouer au poker parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Et s'ils ont un don. Et les signaux faibles, l'analyse. Donc c'est vraiment utile. C'est une sorte d'école de la vie, le poker. Mais d'en faire qu'ils deviennent professionnels. Bon, après, si c'est leur truc, mais c'est pas spécialement un rêve où je me dis, j'espère qu'ils feraient ça parce que c'est très dur, le grind, hein, de jouer tout le temps. Il faut avoir en fait une résilience. Moi, j'avais pas suffisamment de résilience et de force mentale pour supporter ça, par exemple. Ok. Et tout se recoupe, hein. Le sens, la liberté, le bonheur. Bon, j'ai l'impression que les trois variables sont retrouvées dans l'entrepreneuriat. On repart sur AlgoSup. Oui. Je ne sais pas si on peut d'ores et déjà, j'allais te dire, comme la question que je t'ai posée sur Ledger, comment expliques-tu le succès? Est-ce que tu estimes que c'est un succès ou pas encore? Parle-nous de la boîte. Ça n'a rien à voir avec Ledger. Voilà, je te laisse. Oui, alors AlgoSup, c'est une école de développeurs en 5 ans qui prend des jeunes juste après le bac et qui les forme pour devenir des développeurs généralistes de haut niveau qui peuvent ensuite faire des carrières en tant que directeur technique, VP Engineering. Donc, on ne forme pas des développeurs web sur des formations 6 mois. Hein. Ça dure 5 ans. C'est une école. C'est une école, c'est en anglais. On apprend aussi le savoir-être, hein, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, on a une approche sur les apprentissages qui est assez différente de ce qu'on peut voir dans les écoles, par rapport aux écoles d'ingénieurs ou autres. Donc, on délivre un titre reconnu par l'État, un diplôme. Et donc, c'est une école qui a été créée il y a 4 ans par Franck Janin, qui est son directeur. Et situé à Vierzon, quel hasard, centre de la France. Et quel hasard. Alors pourquoi Vierzon? En fait, Franck, quand il a créé l'école, il s'est dit la plus grande difficulté d'une école, c'est de pouvoir s'agrandir. Quand le modèle fonctionne, tu as besoin de plus en plus de place. Et ça tombe bien, à Vierzon, il y a de la place. T'as anticipé le scaling, là. Voilà, bien sûr, mais c'est important. C'est le centre de l'Europe, hein, parce que nous, on fait venir des gens du monde entier, comme on est en anglais, les profs parlent anglais, ils viennent de chez Apple, Microsoft, etc., Amazon. Speak donc vraiment des... Yeah, of course, I do speak English. What an accent. Yeah. Et les faire venir à Vierzon, c'est pas du tout un problème. Donc aujourd'hui, il y a une 50aine d'élèves. Okay. C'est pas facile de recruter des élèves. Donc par la question du succès, aujourd'hui, non, c'est trop tôt pour dire que c'est un succès. C'est bien parti. Surtout qu'il n'y en a aucun qui est sorti encore. Alors on a eu un diplômé parce qu'il y en a qui étaient arrivés juste en bac plus 2, donc il a fait ses 3 ans. Donc voilà, on commence à sortir. Okay. Mais c'est pas du tout facile d'aller convaincre des jeunes ou des parents de confier leurs enfants pendant 5 ans sur une école. Reconnue par l'État? Bien sûr, alors il y a un diplôme qui est reconnu par l'État, mais c'est une école qui est payante, c'est pas de l'alternance. Tu peux nous dire combien? 5 ans, oui, ça coûte 10 000 € par an. Ce qui est moins cher que alors, toutes les écoles de commerce. On va dire c'est dans les écoles d'ingé privées, c'est le prix. Hein. Oui, voilà, il n'y a rien de choquant, mais c'est quand même payant. Il n'y a pas d'alternance, donc les étudiants ne sont pas rémunérés. Par contre, évidemment, le financement des études est assuré, c'est-à-dire que il y aura des prêts bancaires sans garantie, sans caution qui sont donnés. Donc, il n'y a pas de frein. On n'est pas obligé d'avoir de l'argent pour venir étudier chez AlgoSup, puisque les banques savent qu'une fois qu'ils seront diplômés, ils seront tout à fait en capacité de pouvoir rembourser l'emprunt. Donc l'objectif, c'est de monter à 150 élèves. Cette année, il y a un vrai changement puisqu'on est installé dans un bâtiment magnifique, ancien bâtiment industriel Eiffel, qui a été entièrement rénové, qui est situé à côté de la gare de Vierzon. Et donc là, on est dans des bâtiments hyper inspirants, alors qu'avant, c'était pas super. Okay. Et donc on pense là en plus qu'il s'est agrandi là, du coup. Là, ça s'est agrandi. Il y a la place pour recevoir 150 élèves. Donc je suis assez serein et confiant pour l'année prochaine, pour recruter encore plus d'élèves. Mais
une école, la route est longue et on ne peut pas forcer la scalabilité. C'est-à-dire surtout quand on fait le choix de faire des études longues de 5 ans, c'est pas un master ou un machin ou un an. Donc, on est sur la longueur et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, ça va prendre des années. Mais après, une école, c'est rentable. Quand ça marche, c'est très rentable, ça fonctionne bien, ça se revend bien parce que les diplômes ont de la valeur. Enfin, donc, c'est vraiment on va dire, une aventure entrepreneuriale. Tu vois, parce que c'est une école on est dans non, il y a un business sense. C'est un vrai business. J'allais te dire, c'est même pas de la philanthropie. Non, voilà, c'est ça. On n'est pas dans la philanthropie, c'est une école, c'est un business. Et du reste, si on veut former plus de développeurs et donc agrandir l'école, il faut qu'elle fonctionne. Et donc, il faut que ce soit un business sain. Et je pense que c'est important de dire aussi aux entrepreneurs qui veulent faire de l'impact, qui veulent changer le monde, il n'y a pas de honte à en faire un business qui soit rentable. Au contraire, plus le business est rentable, plus on va pouvoir développer la mission et donc augmenter l'impact. Parce que parfois, il y a quand même des entrepreneurs qui disent moi je suis dans le climat, le truc, le machin, ou l'insertion professionnelle des personnes handicapées par exemple. Ils disent mais je veux pas faire de l'argent là-dessus. Mais si, il faut que le business soit sain. Créer une asso au bout d'un moment. Oui, mais modèle. Exactement. Et donc il n'y a pas de honte en fait à faire du business sur des sujets d'impact. Au contraire, parce que plus on est rentable, et donc plus on peut se développer, et donc plus la mission devient grande. Et je vais aller plus loin, c'est scalable ? Est-ce que c'est scalable dans le sens où, évidemment, un campus, tu l'as dit, donc là 150, peut-être que vous augmenterez. Oui, alors c'est scalable, c'est-à-dire que... C'est la marque en fait que tu crées qui on crée une marque qui est scalable. La vision, c'est plutôt de faire un campus européen que de faire 50 écoles, comme peut faire l'école 42 qui distribue. Donc la vision, à plusieurs années, c'est d'avoir un campus avec plusieurs milliers d'élèves, si vraiment on se met dans la position où ça fonctionne très bien. Donc oui, il y a une belle scalabilité possible pour une école. Bon, c'est pas grave, le fil dépasse. Parlons de 42. Ouais. En fait, j'ai envie de te poser la question, et malheureusement, j'ai pas d'autres référentiels dans ma tête, mais je suis sûr et certain qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont partis sur des modèles très escalables et qui sont ensuite allés dans l'éducation. Comment tu l'expliques ? Donc évidemment, on parle de Xavier Niel avec l'école 42, mais comment t'expliques que des personnes qui ont eu, d'ailleurs très souvent, un impact avant, donc un impact, on fait de l'argent, décident d'investir dans former des personnes. Ouais, c'est normal. C'est une fois que tu as réussi, que tu as gagné de l'argent et que tu allais un petit peu au bout de ton rêve, pour moi, de créer une licorne, il y a un moment où on a besoin de partager, d'être dans la transmission. Et tu dis on a besoin, tu as besoin. Alors moi, oui, je sais pas, je parle pour moi en tout cas. Parce qu'à un moment, on peut se dire, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'ai pas ressenti le besoin de créer une autre entreprise à 100 milliards. Je ne suis pas Elon Musk, j'ai une limite en fait peut-être à ma projection. Voilà. Par contre, j'ai eu envie de transmettre et donc j'ai créé cette école avec Franck. J'ai aussi créé un fonds de dotation qui finance tout un tas d'activités dans le domaine scientifique et pour aider l'insertion des jeunes. Donc là, on est dans le philanthropique, dans la région centre. Je fais aussi, ce que je fais avec qui veut être mon associé, c'est un peu aussi du give back, c'est-à-dire qu'on est dans la transmission. Je ne fais pas de l'investissement pour me dire je vais devenir multimillionnaire. Tu viens pas ici pour être riche. Hein. Non, on fait des investissements. Si je retrouve mon argent, je serai très content. Ça ne veut pas dire que je distribue l'argent en faisant n'importe quoi. Mais si tu le retrouves, tu ne parles même pas de faire une plus-value là-dessus. Oui, mais alors, je l'espère. Donc c'est quand même le but. Bien sûr. Mais je suis aussi conscient que l'investissement en start-up, d'une manière générale, c'est très aléatoire. Donc même quand on investit dans des bons business, ça peut mourir de plein de façons. Et donc, gagner de l'argent avec du early stage, c'est difficile. Donc, donc ça, je le sais. Et j'ai d'autres investissements où je gagne beaucoup d'argent, la crypto, le bitcoin, voilà. Donc ça, je veux dire, j'ai pas de souci. Par contre, là, dans le early stage, en fait, je le fais parce que ça me passionne, parce que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs, parce que je prends du plaisir. Est-ce que tu as une mission sur Terre ? Si oui, quelle est-elle ? Alors écoute, c'est une bonne question. J'y ai jamais réfléchi en réalité. Peut-être que là j'ai 5 ans, plus j'approchais de la fin, plus j'ai commencé à me poser des questions de ce type-là. Je sais pas. C'est quoi que tu voudrais qu'il y ait écrit sur ton épitaphe, cher Eric ? Tu vois ce que c'est ? Oui, je vois bien. Quelle ambiance. Non, mais en fait... Que les gens comprennent, c'est pas la pierre tombale, mais ce qui est... Oui, bien sûr. En fait, j'essaye d'avoir de l'impact sur... Ok, donne 1 minute, on va conclure. Parce que là, je dois y aller. On va conclure là-dessus. Voilà, j'essaie d'avoir de l'impact au niveau local, dans l'économie locale. C'est ça, moi, ce qui m'intéresse, et notamment la ville de Vierzon.
avec Ledger, avec AlgoSup, le Bcube Village by SEAC, un incubateur. Ouais. J'ai envie de faire évoluer la ville et la région. Et donc, ce que j'espère, c'est que à la fin, j'aurais pas une impasse l'Archevêque, mais une place l'Archevêque à Vierzon. Oh là là. Et écoute, on va arrêter là-dessus parce que je veux pas gratter. Je voulais te poser des questions sur comment give back. Tu m'as répondu. J'aurais voulu te poser la question du conseil. Tu l'as posée avant. J'ai une dernière mini-question comme ça. Là. Si tu devais monter une boîte demain, qu'est-ce que tu regarderais juste ? Sur le secteur, sur quoi ? C'est à toi de me dire. Business model, secteur, client, pain. C'est quoi le... Juste si devais je monter, quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, c'est ça. C'est donc avant tout ta passion. Ma passion. Voilà, là, là, j'ai monté une boîte. C'est le domaine de l'Archevêque, c'est mon domaine où je fais des masterclass, où je fais avec des entrepreneurs, parce que ça me fait plaisir de partager et de les aider et de passer du temps avec eux. Voilà. Mon audience se joint à moi pour te dire un grand merci pour ce temps, Eric. Merci à tous d'avoir suivi et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.